Passons maintenant à la seconde question qui nous vient de Harpocrate. Bonjour Monsieur le Président, où en est-on de la demande de destitution d'Emmanuel Macron portée par l'UPR? Alors, avant, je pensais que... on a eu énormément de questions sur le référendum d'initiative citoyenne. On va effectivement parler de la destitution, mais on a eu aussi pas mal de questions sur la destitution. Alors, sur la destitution, où est-ce qu'on en est au jour d'aujourd'hui? Nous avons, comme vous le savez, lancé la suggestion aux parlementaires, c'est-à-dire aux députés et aux sénateurs, de lancer la procédure de l'article 68 de la Constitution qui permet le lancement de la procédure de destitution du président de la République. J'ai publié un gros dossier d'abord on avait publié une petite lettre de 3 pages, et puis après un gros dossier de 16 pages qui expliquait 10 violations de la Constitution commises par M. Macron et qui replaçait l'article 68 dans son contexte. Et puis nous avons demandé à nos adhérents et à nos sympathisants d'aller envoyer notamment ce gros dossier à un certain nombre de députés ou de sénateurs. Au jour d'aujourd'hui, au moment même où je parle, là à l'instant, nous avons eu 114 réponses de députés de tous les horizons. 114, et je crois savoir qu'il y en a une vingtaine qui sont pour l'instant qui n'ont pas encore été pris en compte parce que nous avons mis sur notre site les réponses écrites que nous obtenons. Pour l'instant, on ne se contente pas de vagues réponses orales. Il y a d'ailleurs parfois certains députés qui ont fait une réponse, puis une deuxième réponse, puis une troisième réponse, en fonction notamment s'ils ont été sollicités plusieurs fois. Nous avons également reçu 55 réponses de sénateurs. Donc on a 114, mettons à peu près 130 quand on aura intégré les réponses de députés sur 577. Ça veut donc dire qu'il en reste encore beaucoup qui n'ont pas répondu, une majorité. Ça fait à peu près donc 440 qui n'ont pas encore répondu. Et puis on a 55 députés 55 sénateurs sur 349. Alors j'ai un regret et j'ai aussi un scoop. Le regret, c'est de constater à quel point les réponses qui nous parviennent sont quand même assez incroyable. C'est-à-dire que la plupart des députés ou des sénateurs nous font une réponse automatique parce qu'ils appartiennent à un groupe et le groupe parlementaire a dû demander à un attaché parlementaire de faire une lettre de réponse type. Alors bon, réponse type, pourquoi pas? Mais cette réponse type, en général, elle est extrêmement indigente du point de vue intellectuel. Elle n'est pas détaillée, elle ne répond en aucun cas point par point à tous les points que nous avions évoqués, les 10 points, et elle se termine invariablement par dire non, finalement, je ne le ferai pas. J'ai vu des réponses même carrément incroyables. J'ai entendu que Mme Kuster, qui est députée des Républicains à Paris, a dit qu'elle ne lancerait pas la procédure de destitution parce que M. Macron avait été démocratiquement élu. Déjà, le fait que M. Macron ait été démocratiquement élu, c'est déjà quelque chose qui mériterait que l'on s'y penche un petit peu plus, parce que lorsque l'on a tous les médias qui vous poussent en avant, et quand on a 25% du temps de parole, et tous les médias qui chantent vos louanges pendant 2 ans avant l'élection, comme ça a été le cas de M. Macron, alors que d'autres candidats, comme moi, ont eu droit à un silence total, sauf pendant les 5 semaines avant le premier tour, où là, j'ai eu droit à 1% de parole et à un flux de diffamation. Est-ce que l'on peut vraiment dire qu'il y a eu quelque chose à la loyale? Non. Les élections de 2017 ne se sont pas faites à la loyale. M. Macron, il a été élu médiatiquement avant d'être élu démocratiquement. Mais la deuxième chose que je voudrais dire pour la réponse de cette députée, c'est que par principe, tous les présidents de la République seront élus démocratiquement, enfin seront en tout cas élus par les urnes. Sauf parce qu'on est basculé dans une dictature avec des gens qui sont nommés des pronunciamientos militaires. Donc lorsque cette députée dit « je ne vais pas lancer la procédure de l'article 68 parce que Macron a été élu », ça veut dire « je ne lancerai jamais la procédure de l'article 68 ». Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai vu également des réponses émanant de sénateurs, j'ai trouvé ça, les bras m'en sont tombés, des sénateurs qui disent
vous avez raison de protester, vous avez tout à fait raison, mais je ne peux rien faire parce que les sénateurs n'ont pas le pouvoir de lancer la procédure de destitution. Ça veut dire que des sénateurs de la République répondent sans avoir lu l'article de la Constitution. L'article 68 précise bien que la procédure de destitution est lancée par le dépôt d'une liste, une espèce de mise en accusation, une liste de griefs, qui est déposée au bureau de l'Assemblée nationale par au minimum 58 députés, 10% des députés, il y a 577 députés, ou bien au minimum, et au minimum par 35 sénateurs, puisqu'il y a 349 sénateurs. Donc les sénateurs, bien entendu, ont le pouvoir de lancer la procédure de destitution. J'ai vu également des parlementaires qui nous ont répondu on ne peut pas lancer la procédure de destitution parce que nous respectons les institutions. Mais c'est nous qui respectons les institutions, puisque c'est nous qui voulons mettre en œuvre un article de la Constitution qui est justement prévu pour destituer le président de la République en cas de manquement à ses devoirs incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Je renvoie au gros dossier que nous avons évoqué pour que tous ceux qui ne le connaissent pas encore se pénètrent de ce sujet qui est assez touffu. Dossier que d'ailleurs je viens de republier avec 3 nouvelles causes de mise de M. Macron de destitution, 3 nouvelles causes de violation de la Constitution. Alors maintenant j'ai un scoop. J'ai un scoop parce que sur les 114 députés et 55 sénateurs qui nous ont répondu, tous nous ont répondu non, qu'ils ne lanceraient pas la procédure. Tous, sauf un. Nous avons reçu, pour la première fois, un député qui nous a dit qu'il était d'accord pour lancer la procédure de destitution par l'article 58 et qu'il recherchait donc 57 autres députés et 35 sénateurs. Ce député, c'est un député qui nous a d'ailleurs envoyé une lettre et que je voudrais remercier au passage pour ce courrier. Ce député en question, c'est un député des Républicains qui s'appelle Franck Marlin, qui est député de la circonscription, d'une circonscription de l'Essonne. Et voilà ce qu'il a répondu, non pas à moi, mais aux militants de l'UPR, qui avaient eu d'ailleurs l'intelligence, et je le conseille à toutes les personnes qui m'écoutent, d'aller avec une autre de nos militantes, aller directement voir le député dans sa permanence. Et voilà ce qu'a répondu ce député. Il met « Je fais suite à notre rencontre lors de la permanence de la Ferté-Alais, au cours de laquelle nous avons abordé la mise en place de la procédure de destitution du président de la République. Vous m'avez également confié un dossier destitution de Macron mode d'emploi, c'est le dossier de 16 pages dont je parlais tout à l'heure, dont j'ai pris connaissance avec attention, dit ce député. Aussi, je reviens vers vous pour vous confirmer mon engagement en application de l'article 68 de la Constitution pour initier cette démarche. Il me faut, comme vous le savez, afin de déposer cette proposition de résolution, mobiliser au moins 57 députés et pas moins de 35 sénateurs. Mais la suite de cette lettre, déjà, est extrêmement satisfaisante. La suite mérite également qu'on s'y intéresse, puisque monsieur le député Marlin continue en disant « Il est à noter que la liste des motifs susceptibles de caractériser un manquement au devoir du président de la République s'allonge chaque jour. » C'est-à-dire que ce député a décidé de jouer le jeu des Français. Et il est le premier à raconter que, en effet, la liste des manquements s'allonge chaque jour. Et voilà ce qu'il dit. Il dit hier encore, à l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen en seconde lecture de la PLF 2019, donc le projet de loi de finances 2019,
Le Premier ministre, sur ordre, a orchestré une véritable cacophonie gouvernementale ayant pour but de désorganiser les débats parlementaires. Mission accomplie. Renoncement, reculade, mensonge, passage en force, aveu d'impuissance pour suivre la parole présidentielle. Voilà ce que nous dit un député, M. Marlin, député de l'Essonne, qui est membre de la commission de la Défense nationale et des Forces armées à l'Assemblée nationale. Et il conclut cette lettre en nous écrivant ceci. « Pour toutes ces raisons, j'ai saisi le président de notre groupe, les Républicains, Christian Jacob, pour l'informer de ma démarche d'engager la procédure de résolution de destitution et également qu'il m'accompagne auprès de mes collègues. Restant mobilisé, je lui prie de croire, monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. » Alors, c'est évidemment pour nous une réponse très intéressante et très satisfaisante. Pourquoi ? Parce que d'abord, M. Marlin, c'est un député qui n'est pas un député depuis un an. Je crois que ça fait depuis 1995 qu'il est député. Ça fait qu'il a de l'expérience, 23 ans. M. Marlin, d'ailleurs, qui auparavant était, j'ai regardé son pédigré, je ne le connais pas, j'ai regardé sa biographie. M. Marlin a été, au moment de la réintégration de la France dans l'OTAN, a été, je crois, l'un des seuls, sinon le seul député de l'UMP à refuser, à voter contre la réintégration de la France dans l'OTAN. Je crois également que M. Marlin s'était prononcé contre la Constitution européenne. Donc la première chose que je voudrais dire ici, c'est un immense merci à ce député qui est courageux et qui surtout fait son devoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas propriétaire de sa charge. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Régime, il est le député de la nation. Il entend qu'il y a énormément, parce que dans les manifestations, on entend énormément de gens qui demandent démission Macron ou destitution. Il y a un sondage YouGov qui a montré qu'il y avait à peu près la moitié des Français qui souhaitaient le départ de M. Macron, et donc il a estimé qu'il pouvait lancer cette procédure de destitution au vu notamment du dossier que nous avions établi. Ça, c'est le premier point qui est très positif. J'en profite d'ailleurs pour dire à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent d'aller remercier M. Marlin. Je crois qu'il a une page Facebook. Il a également une adresse courriel qu'on doit trouver à l'Assemblée nationale. Allez le remercier. Franchement, c'est bien ce qu'il a fait. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que j'ai étoffé le dossier dont je parlais tout à l'heure. Il y a maintenant 13 violations de la Constitution qui sont répertoriées. Et je suggère à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent de faire comme on fait nos militants de l'Essonne, c'est-à-dire de télécharger ce dossier que nous venons de mettre en ligne sur le site internet upr.fr. Je leur suggère de télécharger ce dossier sur papier et de profiter d'entre Noël et le jour de l'an. Peut-être qu'ils sont rentrés dans leur famille en province, ou peut-être qu'ils ont quelques moments de libre. Eh bien, je leur suggère d'y aller, pas forcément seuls. Ils peuvent y aller à 2, à 3, à 5, à 10, avec des gilets jaunes, pourquoi pas. Ou sans gilet jaune, ils font comme ils veulent. Les Français, quoi. Eh bien, qu'ils aillent voir le député de leur circonscription, ou qu'ils aillent demander aussi une audience aux sénateurs, en leur disant, voilà, nous voudrions que vous lanciez la procédure de destitution, et voici un dossier, maintenant notre nouveau dossier, qui contient 13 violations de la Constitution, plus d'autres considérations supplémentaires, vous le verrez, fait maintenant une 20aine de pages. Donc c'est un gros dossier. C'est un dossier sérieux. Voilà. Et vous pourrez aller voir votre député ou votre sénateur en disant « Monsieur le député, monsieur le sénateur, ne me dites pas que c'est impossible à faire, puisque l'un de vos collègues qui a 23 ans d'expérience comme député, monsieur le député Marlin, a décidé de lancer la procédure de destitution. Donc c'est possible de le faire, à vous de le faire. » La troisième chose que je voudrais dire, c'est que M. Marlin fait partie d'un groupe, l'UMP, qui a lancé
en novembre 2016 la procédure de destitution selon l'article 68 de la Constitution. Entre le premier dossier et le deuxième, on s'est renseigné et j'ai creusé ce sujet pour voir comment ça s'était passé. En réalité, c'est la troisième fois dans l'histoire, si notre démarche aboutit, qu'une procédure sera lancée. La première fois, c'était en 2001, mais l'article 68 était formulé autrement à l'époque. Il était question de haute trahison. À l'époque, c'était le député socialiste Montebourg qui avait lancé l'idée d'une procédure de destitution de Jacques Chirac sur l'affaire des HLM de Paris. L'affaire n'avait pas abouti jusqu'à son terme puisque comment dirais-je, le reproche qui était fait était un reproche qui datait d'avant l'élection de Jacques Chirac, d'une part. D'autre part, c'était, bon, sans doute des choses qui n'étaient pas forcément très recommandables, mais qui n'étaient quand même pas d'une exceptionnelle gravité. En attendant, M. Montebourg avait eu une trentaine de députés qui avaient signé sa procédure, qui s'en était donc arrêtée là. La deuxième fois, c'est en novembre 2016, où M. Lelouch, Pierre Lelouch, le député de l'UMP, avait décidé, avec Christian Jacob, le président du groupe des Républicains, M. Lelouch et M. Jacob avaient décidé de lancer la procédure de destitution selon l'article 68, le même que celui que nous proposons aux parlementaires d'employer. Monsieur Lelouch et M. Jacob avaient lancé cette procédure de destitution au motif que François Hollande avait, lors de ce fameux ouvrage « Un président ne devrait pas dire ça », avait dérapé et avait donné à des journalistes qui l'avaient publié dans ce livre, avait donné des détails relevant du secret défense et donc avait notamment sur des assassinats ciblés de terroristes décidés par l'Élysée. Lorsque M. Lelouch et M. Jacob avaient lancé ça, ils ont dit, je crois que c'était le 9 novembre 2016 pour être précis, ils ont annoncé que sur les 199 députés LR de l'époque, il y en avait, je crois, 155 qui étaient disposés à lancer cette procédure. Et puis en définitive, 2 jours après, c'était le 11 novembre 2016, il y avait en réalité 79 députés LR qui ont signé la procédure. Et comme 79 c'est supérieur à 58, eh bien, ils avaient envoyé donc la saisine, la procédure la proposition de lancement de destitution par l'article 68. Ça a donc été fait. C'est donc possible de le faire. Le problème, c'est que ça n'a pas arrivé, ça n'a pas ensuite été suivi des faits. Pourquoi ? D'abord parce que si j'ai bien compris, il n'y avait pas la même chose du côté du Sénat. Il faut qu'il y ait les deux assemblées, 58 députés dans un cas, 35 sénateurs dans l'autre, qui déposent l'un et l'autre la même demande. Deuxièmement, parce que on était au mois de novembre 2016, alors que le premier tour de l'élection présidentielle de 2017, auquel j'ai participé, c'était le 22 avril. Donc en fait, il n'y avait que 5 mois avant le premier tour de l'élection présidentielle. On était déjà en pré-campagne présidentielle. Donc l'idée de lancer une procédure de destitution de M. Hollande à l'époque était un peu saugrenue, il faut quand même le reconnaître. Et puis la troisième chose, c'est que le reproche qui avait été fait par les Républicains à M. François Hollande était un reproche sérieux, c'est vrai. Ça n'est pas normal qu'un président de la République puisse trahir un secret défense. Cela étant, ça n'était quand même pas... M. Sarkozy, je crois, avait parlé de forfaiture à l'égard de François Hollande à cette occasion. Cela étant, c'était un dérapage une fois. Ça n'était pas quelque chose de continuel. Et puis c'était un dérapage qui ne mettait pas en cause quand même les fondements même de l'État républicain, c'est-à-dire de la Constitution. Si vous allez sur notre site, vous allez pouvoir voir le dossier de 20 pages maintenant que nous avons mis en ligne. Et vous trouverez à peu près au milieu le lien Internet qui vous donnera accès, si ça vous intéresse, aux documents qui avaient servi à ces 79 députés des Républicains à déposer la demande de destitution de François Hollande au bureau de l'Assemblée nationale. Vous constaterez que ce document fait 2 pages. Et vous pourrez, à loisir,
comment dirais-je, comparer ce document de 2 pages avec le document de 20 pages que nous venons de présenter. Et vous pourrez, enfin, me semble-t-il, tout esprit honnête, indépendant, droit, sérieux, ne peut pas ne pas convenir que notre dossier à nous est beaucoup, 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 beaucoup plus étoffé et grave que ce qui avait motivé la saisine des 79 députés LR contre M. Hollande. D'ailleurs, parmi ces députés qui avaient qui avaient lancé cette procédure, il y avait M. Christian Jacob et M. Lelouch, mais il y avait aussi Éric Ciotti, il y avait Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, il y avait aussi M. Laurent Wauquiez, et je ne résiste pas à le préciser, c'est la cerise sur le gâteau, il y avait le député LR qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, même s'il a changé de fonction, Édouard Philippe, l'actuel Premier ministre. L'actuel Premier ministre, lorsqu'il était en novembre 2016 dans l'opposition, avait signé la procédure de destitution de François Hollande au motif que François Hollande, dans un livre, s'était laissé à divulguer un secret défense. Tout ceci pour vous dire que le dossier que nous avons établi est un dossier qui est quand même très solide, avec d'ailleurs des comparaisons. Je me permets d'insister sur ce qui s'est passé au cours des 40 dernières années aux États-Unis d'Amérique avec les procédures d'impeachment, vous savez que Richard Nixon avait démissionné avant que l'impeachment ne soit prononcé parce qu'il allait le subir pour parjure et pour entrave à la justice. Il y a eu l'exemple du Brésil où en 2016, Madame Dilma Rousseff a été destituée parce que ça faisait 1 an et demi qu'il y avait des gens habillés en jaune qui défilaient dans les rues tous les week-ends. Notez bien ce qui s'est passé en Brésil. Pendant 1 an et demi, tous les week-ends, il y avait des gilets jaunes, enfin des gens qui s'étaient habillés en jaune, vous verrez les photos à Rio notamment, et qui tous les samedis manifestaient contre la présidente de la République, laquelle a fini par, au bout d'un certain temps, au début bien entendu, c'est comme en France, les parlementaires ont peur, etc., mais finalement, sous la pression populaire, eh bien les parlementaires ont lancé la procédure de destitution de Madame Dilma Rousseff, et qui a été d'ailleurs votée parce qu'elle avait violé un article de la Constitution de façon flagrante sur des règlements financiers et budgétaires. Vous verrez également l'exemple de la présidente de Corée du Sud qui a été destituée en 2017. Alors j'insiste sur tous ces éléments pour vous montrer que dans d'autres démocraties du monde, les procédures de destitution, elles existent, les parlementaires, ils existent, et lorsqu'ils sont sous la pression populaire, les parlementaires, eh bien, lancent la procédure de destitution. Et je voudrais rappeler que le dossier de 20 pages que nous publions est accablant pour M. Macron. J'en voudrais pour preuve, excusez-moi, je suis long, mais le sujet en vaut la peine. J'en voudrais pour preuve les dernières, comment dirais-je, décisions de M. Macron qui violent la Constitution. Il y a d'abord eu la décision de signer pour le compte de la France le pacte de Marrakech sur les migrations sûres, régulières et ordonnées. Il a fait ça sans demander l'avis, sans demander ni de débat ni de vote de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous verrez le commentaire que je fais dans le dossier qui est mis en ligne, parce qu'il y a un professeur de droit constitutionnel qui s'appelle M. Didier Mauss qui a dit « Mais oui, c'est tout à fait normal ». Non, ce n'est pas du tout tout à fait normal. Allez regarder l'article 53 de la Constitution et vous verrez que, normalement, ce traité, ce pacte de Marrakech aurait dû être présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat, faire l'objet d'un débat et faire l'objet d'un vote. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Belgique. En Belgique, d'ailleurs, avec le résultat que le Premier ministre belge a été contraint à présenter sa démission sur cette affaire. Donc je voudrais ici m'adresser, il y a peut-être des députés et des sénateurs qui m'écoutent et qui me regardent, ou certains de leurs proches.
je voudrais quand même attirer leur attention sur le sérieux de notre dossier. Hein, on n'a pas le droit de cacher derrière l'avis d'un professeur de droit constitutionnel, aussi connu soit-il comme M. Mauss. L'idée, c'est de revenir à la lettre de la Constitution et de voir si un parlementaire, en son âme et conscience, peut le saisir, parce qu'au bout du compte, c'est le parlementaire qui est détenteur d'une parcelle de la souveraineté nationale. Ça n'est pas M. Didier Mauss. J'ajoute au passage, d'ailleurs, s'agissant de M. Mauss, ce professeur de droit constitutionnel, qu'il n'est pas seulement professeur de droit constitutionnel, il est également un homme politique. Il est le président de la commission des statuts du mouvement radical solidaire et libéral qui est la reconstitution du Parti radical valoisien et du Parti radical de gauche qui ont refusionné à l'automne 2017. Monsieur Mauss est depuis des années et des années membre du Parti radical valoisien et maintenant membre du mouvement radical. Que le mouvement radical avait 2 ministres au gouvernement, Madame Girardin et puis le ministre de l'Agriculture qui a quitté ses fonctions, et que la plupart des députés du mouvement radical sont maintenant en marche. Donc les avis de M. Mauss en matière de droit constitutionnel doivent quand même être pris avec beaucoup de prudence, puisque son candidat, c'est Macron, et son parti, en fait, ce qu'il soutient, c'est En Marche. Je voudrais terminer, parce que je suis trop long, et puis il y a d'autres questions, mais je crois que tout ça en vaut la peine. Je voudrais terminer en m'adressant ici aux autres députés de l'opposition. Je voudrais m'adresser ici aux députés de la France insoumise. Les députés de la France insoumise, ils ont lancé la motion de censure contre M. Philippe. Ils l'avaient annoncé, ils l'ont fait, et comme j'avais annoncé que ça se passerait, ça s'est passé exactement comme ce que j'avais dit, c'est-à-dire ça a été retoqué. Voilà, c'est fini. C'était la 3e motion de censure. Maintenant, on fait quoi ? Alors je sais, on va en parler certainement, parce qu'on a eu beaucoup de questions. On va parler du RIC, ou du référendum d'initiative citoyenne ou d'initiative populaire. Mais on va en parler. Mais pourquoi M. Mélenchon, M. Ruffin, M. Quatennens, M. Bernascilis, etc., pourquoi les députés de la France insoumise ne font pas comme M. Marlin ? Nous, on va l'aider, M. Marlin. Il a eu le courage d'être le premier, il faut l'aider. Allez-y. Je crois avoir vu, d'ailleurs, on m'a fait passer une vidéo du député Bernascilis du Nord, qui, je me rappelle, était venu me voir lorsque on avait participé à la foire de Lille. Il était venu avec M. Quatennens, très gentiment. M. Bernascilis, je me rappelle, avait un gentil sourire. Il me rappelle, on avait discuté voilà, comment dirais-je, de façon très républicaine, comme ça avait été dit, il me semble avoir vu une vidéo où il montrait qu'il était quand même assez intéressé par la destitution. Donc, je m'adresse à tous ces députés, même si vous avez dans un premier temps répondu non, vous pouvez très bien changer d'avis, puis nous, on mettra votre nouvelle réponse. C'est d'ailleurs, M. Marlin, dans un premier temps, nous avait envoyé une lettre un petit peu comme ça, peu engageante. C'est dans un deuxième temps, après avoir étudié notre dossier, et en présence de nos militants, qu'il a décidé, comme je le disais tout à l'heure, de lancer la procédure de destitution. Je ne voudrais pas m'arrêter à la France insoumise. Je voudrais m'adresser au groupe GDR, des communistes notamment. Il y a un député qui nous a écrit, qui a écrit à l'un de nos adhérents, c'est arrivé il y a 2 jours, qui s'appelle Jean-Paul Lecoq, qui est un député donc communiste, et qui nous a écrit que c'était quand même très intéressant notre idée de procédure. Que pour l'instant, il s'en tenait encore à la motion de censure. Mais enfin bon, la motion de censure, ça va, elle a été votée par 70 députés. Et que sinon, il envisageait l'hypothèse des référendums d'initiative populaire. Mais il nous a pas dit non, il n'a pas fermé la porte. Donc je voudrais m'adresser à ce député. Monsieur Lecoq, faites, et M. Bernascilis pour France Insoumise, essayez de venir, d'aider M. Marlin des Républicains, en dehors de toute opération partisane. Il s'agit de sauver les Français, de faire que les Français imposent au président de la République de respecter la Constitution, tous les articles dont nous avons montré précisément qu'ils sont violés. Et puis on va pas s'arrêter là. Je voudrais lancer cet appel également aux députés du Front National, du Rassemblement National, à Madame Le Pen, à Monsieur Alliot, à tous ces députés qui sont, il y en a une dizaine je crois, qu'attendent-ils pour faire comme Monsieur Marlin? Qu'attend Monsieur Dupont-Aignan?
Monsieur Dupont-Aignan aussi doit se joindre à ce mouvement. Qu'attend Monsieur Lassalle? Allez-y. Et puis, puisque Monsieur Marlin a saisi le groupe des Républicains avec Monsieur Jacob, je m'adresse aussi ici à tous les députés républicains qui se joignent au mouvement. Parce que nous pourrons avoir comme ça au moins 120, je ne sais pas, 120, 130, 140 députés qui pourraient lancer la procédure de destitution et qui pourraient influer sur leurs collègues au Sénat. J'ajoute, et je terminerai cette fois-ci définitivement, que quand on examine notre dossier, il n'y a pas photo. Soit la Constitution française est un torchon avec lequel on peut faire tout et n'importe quoi, et qu'il n'y a jamais de sanction, soit on considère que c'est la loi suprême qui protège les Français de l'arbitraire de l'exécutif et des dérives dictatoriales. Une constitution, normalement, c'est ça. C'est pour ça que c'est très important de faire respecter une constitution. J'ai pris tout à l'heure l'exemple du pacte de Marrakech, où M. Macron a bafoué les droits du Parlement en violant l'article 53. Je voudrais dire un autre exemple que j'ai ajouté dans le dossier. Cette déclaration de M. Aurélien Taché, député de En Marche, qui a dit sur la chaîne de télévision C8 devant des dizaines de milliers de téléspectateurs que le programme de En Marche pour les élections européennes, c'était de transférer la grande partie de la souveraineté nationale de la France au niveau européen. Il a dit c'est notre programme, c'est très clair. Alors là, je suis fondé, enfin tous les Français sont fondés à s'emparer de cela parce que il y a heureusement un article de la Constitution qui nous a été légué post-mortem par Charles de Gaulle. C'est une espèce de main tendue du fondateur de la Ve République à ses lointains successeurs que nous sommes. Et dans cet article de la Constitution d'origine, l'article 4, il est mentionné « Les partis politiques doivent respecter le principe de souveraineté nationale ». Et voilà que l'un des porte-paroles du parti du président de la République, du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, dit publiquement à la télévision, devant des dizaines de milliers de téléspectateurs, que le vrai programme de En Marche est de transférer la grande partie de la souveraineté nationale au niveau européen, c'est-à-dire en fait à l'Allemagne. Ça veut dire que En Marche est un parti qui est inconstitutionnel. Ou alors les mots n'ont pas de sens. Et si ce parti est inconstitutionnel, eh bien, M. Macron doit demander à M. Philippe de prendre un décret en Conseil des ministres pour dissoudre le mouvement En Marche, pour inconstitutionnalité. Évidemment, je ne me fais pas beaucoup d'illusions que M. Macron ne va pas le faire. D'autant plus que toutes les actions de M. Macron depuis qu'il est à l'Élysée sont dans la même direction, vont dans ce sens. Le fait que M. Macron n'ait pas réagi, n'ait pas protesté devant la demande publique quasiment officielle du vice-chancelier d'Allemagne que la France partage avec l'Allemagne son siège au Conseil de sécurité et peut-être même bientôt sa force de frappe, le simple fait que M. Macron n'ait pas mis aussitôt le haut là témoigne que M. Macron est dans cette lignée d'esprit qui consiste à dire on va transférer la souveraineté nationale. C'est la raison pour laquelle personne au mouvement En Marche n'a condamné les propos d'Aurélien Taché, qui ressemble d'ailleurs à ce que l'on appelle une espèce de ballon d'essai pour voir comment réagit l'opinion. Mais c'est également la preuve que M. Macron lui-même n'a pas réagi. Mais en ne réagissant pas à ça, M. Macron tombe sous le coup de l'article 5 de la Constitution qui fait du président de la République, qui lui donne son devoir, c'est qu'il veille au respect de la Constitution. Voilà. Alors maintenant, vous avez tout. Ne laissez pas tomber cette affaire. À bien des égards, on va en parler dans un instant, je pense, à bien des égards, cette affaire de la procédure de destitution est au moins aussi importante et au moins aussi fructueuse pour la suite des événements que l'affaire du référendum d'initiative populaire.